Bonjour, Monsieur Michel Clerc. Euh, vous avez, euh, vous avez occupé un poste de ministre de Finances et ministre des Transports dans le gouvernement de René Lévesque. En Et fait, vous, en fait, j'ai pas été ministre des Finances. J'ai été ah, ministre du Revenu, ministre des Transports et président du Conseil du Trésor. OK, c'est bon. Merci pour les précisions. En mars 89, vous n'étiez plus en politique là, québécoise, mais vous êtes allé en Roumanie avec Monsieur Régent Roy, journaliste de Radio-Canada, pour faire une entrevue de Laszlo Tökes. Oui. Euh, que connaissiez-vous par rapport à la Roumanie à ce moment-là, lorsque vous êtes allé? Alors, bon, moi, je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, à la géographie, à la politique internationale. Donc, je connaissais de façon générale la Roumanie. Je savais que la Roumanie était dirigée par Nicolas Ceausescu et sa femme Elena depuis déjà plusieurs années, que c'était un régime à la fois un régime communiste et dictatorial assez dur. Je savais aussi que le Canada avait vendu à ce moment-là un réacteur nucléaire Candu pour des fins civiles, bien sûr. Et je savais qu'il y avait une composition multiethnique de la Roumanie, mais c'est à peu près ce que je savais jusqu'au jour où euh, la mère de mes enfants à l'époque était une folkloriste très réputée et qui a créé le Festival mondial de folklore de Drummondville dans ces années-là, 1985, 84, je pourrais pas dire exactement. Et elle s'intéressait beaucoup aux danses de l'Europe de l'Est, notamment aux danses hongroises. Et j'ai été amené à connaître davantage une troupe de danse, Alba Regia, de Székesfehérvár en Hongrie, dont le directeur était également le directeur, si on peut dire, des affaires culturelles de la région de Székesfehérvár, s'intéressant beaucoup à l'ethnographie, s'intéressant aux origines des danses hongroises. Et c'est avec lui, à ce moment-là, à l'été 87 ou 88, disons que j'ai pu approfondir ma compréhension de l'histoire, d'abord, générale, de la Roumanie et surtout de la Transylvanie, et de l'histoire des relations difficiles, disons, entre les Hongrois et les Roumains quant à l'occupation du territoire de la Transylvanie. Alors, c'est à peu près ce que je savais là, en 1989, à résumer. Pour nous, l'histoire est assez claire, là, ben, l'occupation pour la Transylvanie. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours des polémiques, mais pour les Roumains, je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous impliquer dans cette histoire-là de visite en Roumanie et tout ça? Parce que c'était quand même assez, disons, dangereux à ce moment-là. Les deux pays étaient communistes, la Hongrie et la Roumanie, donc les deux. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a motivé quand même de vous lancer là-dedans, dans ce projet? C'est une histoire d'amitié, tout simplement. J'avais fait la connaissance du frère aîné de Laszlo Tökes à Montréal, dans un concours de circonstances. Mes amis en Hongrie s'intéressaient, comme je vous disais, au régime Ceausescu sous l'angle, bien sûr, de leurs, entre guillemets, frères et sœurs de la minorité hongroise, qui faisaient l'objet, comme d'autres villages de Roumanie, d'une politique de destruction et de centralisation. Alors, tout simplement, quand Istvan Tökes, le frère de Laszlo, euh, disait que si son frère n'avait pas de protection par une reconnaissance internationale de sa dissidence, il était en danger d'être éliminé. Et tout simplement, comme je vous dis, une histoire d'amitié. Mes amis hongrois de Székesfehérvár
et mes amis ici, on a imaginé qu'on était capable de faire, d'aller en Roumanie et discrètement, d'entrer avec deux petites caméras, faire une entrevue avec cet homme-là et obtenir une couverture internationale pour lui. C'était ça qui était le projet et c'est ce qui a été réalisé. Vous aviez préparé ce voyage quelques mois à l'avance. En quoi consistait cette préparation? Ah, ça n'a pas été une préparation extrêmement sophistiquée, hein? On a appliqué des règles très simples. Nous étions, qui sommes entrés en Roumanie pour l'exécution du plan. Nous étions 5. Il y avait 2 personnes qui avaient été localisées, les endroits. Euh, 3 personnes qui étaient allées localiser l'endroit à Timișoara où travaillait le pasteur Turkesh auparavant. Alors, à l'époque, c'était même pas par téléphone, c'était par courrier qu'on s'est écrit, on s'est fixé des rendez-vous et puis ça a été quelque chose qui n'a pas été, ça n'a pas été quelque chose pour le planifier. Vous savez, quand on est 5, qu'on se donne un point de rendez-vous à un moment donné, avec un objectif donné, eh bien, si on exécute prudemment le plan, les 5 personnes à Timișoara, nous étions Peter, Bella, nous étions 4. Les 4 personnes sommes rentrées par des routes et des moyens différents. Et notre séjour-là n'a pas été de 24 heures. Alors, moi, dans mon cas, je crois que je suis arrivé le dimanche soir aux environs de 20 heures et le lendemain matin aux environs d'11 heures, on quittait la ville. Alors, ça n'a pas été, disons que c'était un plan très artisanal, très simple, mais qui a fonctionné. C'était pas le James Bond de 007 là. Non. Mais oui. Si ce n'est que, bon, il y avait des petits éléments. On a caché la caméra attachée en dessous du véhicule automobile, des petits trucs comme ça, là, mais on a corrompu à l'entrée à la douane en donnant des cigarettes Kent 100 Ouais, millimètres. c'était quelque chose Ce de qui était très courant. connu. Ouais, Qui était courant. courant. Effectivement, la corruption. Mais qui est-ce qui avait financé ce voyage à vous? Parce que dans le film de Arpad Shoch que j'ai vu, on parlait des gens d'affaires là, hongrois. Est-ce qu'il y a eu, d'après vos connaissances, d'autres sources de financement? Le seul souvenir que je garde, c'est que la Fondation humaine pour les droits des Hongrois, je pense, avait payé une caméra. Mais c'est nous qui avons supporté nos frais. Moi, je n'ai pas été financé par personne. Et, mais je pense que l'appareil, une ou deux caméras avaient été financées par soit la Fondation des droits humains pour les Hongrois de Transylvanie ou par le père de Arpad Sozi, peut-être. Okay. Mais c'était des petits montants, hein? Ça se vendait 1000 $, ces caméras-là, à peu près. Des petites C'était pas caméras. cher, ouais. Non, alors c'est tout. Et puis, nos billets d'avion, tout ça, moi, je n'ai jamais été financé par personne. Moi. Pendant votre voyage, avez-vous l'impression que la majorité roumaine vivait mieux que la minorité hongroise? Parce qu'il y a eu tout un débat, mais finalement, c'est ce qu'on dit. Le régime communiste était pareil pour les Hongrois et pour les Roumains. On vivait dans on avait la même situation économique. Je n'ai vu aucune différence à cette époque-là. Et les souvenirs que je garde en mémoire sont des souvenirs de 2 catégories. Je veux dire, des images fortes. C'était
on ne sait pas la nationalité des gens quand des gens font la queue pour acheter des marchandises dans des magasins d'alimentation vides. Pour moi, c'était une image extrêmement forte que de voir tous ces pauvres gens faire la queue devant des étals vides. Et c'est encore plus humiliant de voir des vendeurs ou des vendeuses, c'était surtout des femmes dans mon souvenir visuel, qui étaient derrière les comptoirs et qui n'avaient rien à offrir. C'est d'une cruauté très grande. Et à ma connaissance, il n'y avait aucune distinction entre les Hongrois et les Roumains. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. L'autre image très forte que je garde, c'était le silence. Moi, je me suis promené à Timișoara, dans une autre ville entre Timișoara et Cluj-Napoca, dont j'oublie le nom, Alba Iulia. Alba Iulia, où on avait fait un arrêt. Je me promenais avec mon appareil photo dans le cou et très ostensiblement, sans me cacher, je faisais des photos. D'abord, ce qui m'avait frappé, c'était le silence dans les rues. Les gens ne parlaient pas, si ce n'est qu'à très basse voix entre eux. Donc, quand on circulait dans la foule, si on veut, sur les trottoirs, dans les rues, il y avait, c'était comme s'il y avait eu une peur ambiante qui faisait que les gens ne parlaient pas. Et deuxièmement, ils portaient un regard vers moi qui était un regard qui me traduisait de dire soit, mais tu es fou, tu vas te faire arrêter, qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de parler à des gens un peu parce que, bon, un couple promenait un bébé, mais les gens m'évitaient complètement, ils ne voulaient pas s'approcher de moi. Ils n'étaient pas agressifs, mais on sentait que ça les mettait très, très mal à l'aise et qu'ils ne voulaient pas me parler. Alors, mais le regard qu'il portait sur moi, ça, je ne l'ai jamais oublié. C'était un regard mélangé de crainte pour moi, de crainte pour eux, je ne sais pas, d'espoir et de désespoir en même temps, mais d'une très grande curiosité, en tout cas. C'était comme... j'étais comme une apparition. Avez-vous l'impression que le régime de la dictature roumaine allait bientôt s'écrouler lorsque vous étiez là? À ce moment-là, non, parce que ce que je voyais, c'était à ce moment-là, ce que l'on voyait, c'était les immenses annonces partout à la gloire du dictateur et je me souviens, là, quelque part sur la route, avant d'arriver à Cluj-Napoca, un immense panneau vantant les réalisations du génie des Carpates, mais dans le champ à côté, des hommes qui travaillaient avec des bœufs et des équipements du 19e siècle. Alors, c'était choquant. On avait donné des friandises à des enfants qui, à la campagne, des si beaux enfants et d'un habillement pauvre et sale, faut le dire, incroyable. C'est des images qui sont restées dans ma tête. Je me disais, c'est sûr que ce peuple-là souffre énormément, mais très honnêtement, à ce moment-là, notre objectif, on ne rêvait même pas de renverser un gouvernement de Ceausescu. Hein. Nous, c'était de dire, ben, si on peut sauver la vie d'un copain, la vie du frère d'un copain, et que lui devienne un peu un dissident connu pour faire connaître les difficultés de la Roumanie. Et moi, personnellement, à ce moment-là, comment je vous dirais, c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai autant d'empathie pour
les Roumains d'origine roumaine que pour les Roumains d'origine hongroise. Comment je dirais, donc, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est les meilleures relations possibles entre eux. Hein. Oh oui, Mais mais ça, nous l'espérons aussi. Là. De toute façon, tous les deux pays sont intégrés dans l'Union européenne maintenant, donc ouais, 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 effectivement. ça a quand même changé beaucoup. Ouais. J'ai vu aussi dans le film qu'il y avait beaucoup de va-et-vient des citoyens hongrois en Roumanie. On racontait qu'ils passaient quand même de Hongrie en Roumanie facilement et tout ça et vice-versa. Mais ce que j'ai pas bien compris, comment se fait-il que lorsque la Hongrie était aussi communiste et donc je pense que la liberté de circulation était quand même limitée aussi de ce côté-là, en Roumanie bien entendu. Comment se fait-il qu'il quand même il circulait, il voyageait beaucoup et puis apparemment sans restriction là, j'ai pas bien compris. Oh, ben, moi, pardon, euh, remarquez que c'est anecdotique, mon point de vue. J'ai pas fait de recherche sur ça, mais moi, ce que j'avais compris, d'abord, à l'entrée comme à la sortie, euh, il y avait que des camions à peu près qui entraient et qui sortaient de Roumanie qui traversaient la frontière. Et j'avais remarqué que les plaques d'immatriculation venaient surtout de l'Allemagne, Autriche et de la Hongrie. C'était à peu près tout, les quelques... Et oui, il y avait un certain va-et-vient, mais c'était pas un va-et-vient, à ma connaissance, qui était très important. Les Hongrois pouvaient aller et venir beaucoup plus librement. La liberté de circulation était beaucoup plus grande en Hongrie à l'époque qu'elle l'était en Roumanie. Il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas de passeport interne, entre guillemets, en Hongrie. Et moi, sur le plan des conditions de vie, euh, le sentiment du climat de peur, il était très, très différent entre la Hongrie, ce qui prévalait à ce moment-là, et la Roumanie. En Hongrie, le souvenir que je garde, c'était que les Hongrois, le peuple, en tout cas les amis avec qui j'ai frayé, détestaient souverainement l'armée russe qui les occupait. Mais ce qu'il me faisait sentir, Joseph en particulier, me disait, tu sais, ici, tant qu'on se mêle pas de politique, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, puis pas se mêler de politique, puis pas d'interaction avec l'armée russe. Parce que ça, c'était présenté comme une force de défense, mais en fait, c'était une force d'occupation. Alors qu'en Roumanie, les Russes n'étaient pas là, Non, effectivement. mais partout, on sentait la crainte à l'égard de l'autorité constituée et la crainte du régime dictatorial. Puis juste en 1989, quand on circulait en Roumanie, des automobiles, à part des automobiles étrangères, il n'y en avait pas. À part les autobus, à part, pardon, les véhicules euh, publics de la police, etc. Il n'y avait rien. Et le transport des ouvriers agricoles se faisait derrière des tracteurs, dans des espèces de, je sais pas comment appeler ça, là, de remorques Ouais, avec un ouais. toit il y avait très, très peu de circulation automobile à ce moment-là, en 89. C'était deux situations différentes. Vous avez une bonne expérience politique au Canada, au Québec. Est-ce que vous pensez, à votre avis, bon, la révolution roumaine, ce qu'on appelle la révolution roumaine, s'inscrivait dans un mouvement généralisé, disons, de l'Est. Mais pensez-vous, votre opinion évidemment, que ça était un coup d'État en Roumanie?
Oh, c'est... Ce que je vais vous dire n'est qu'une opinion. Évidemment, évidemment. Je n'ai aucun élément pour supporter, documenter cela, mais mon impression 30 ans après, c'est qu'il y a eu un parallélisme d'événements qui se sont déroulés, à savoir peut-être, peut-être qu'à l'intérieur du Parti communiste, il y avait au moins un clan, peut-être deux clans, qui préparaient un coup d'État. Euh, les événements de Timisoara, qui ont déclenché une révolution populaire, sont survenus à un moment qui a précipité les événements, peut-être. Donc, moi, je pense que c'est sûr qu'il y avait tout le climat social, politique qui prévalait en Europe de l'Est. Les Roumains de toute appartenance ethnique savaient cela. Euh, il y avait une misère telle en Roumanie qu'il y régnait sûrement un climat explosif pré-révolutionnaire, dans le sens que la, la, la population était soumise à tellement de pression et de privation qu'il y a un point où il y a un point de bascule. Hein. Il y a un point où, moi, j'appelle ça la peur change de camp. Et peut-être que les historiens, en fouillant tous ces événements-là, en viendront à la conclusion que plusieurs choses se tramaient en parallèle. Peut-être un coup d'État uniquement, entièrement roumain par des factions à l'intérieur du Parti communiste. Peut-être que l'un de ces groupes-là était soutenu par Gorbatchev et Reagan à ce moment-là. Peut-être. Peut-être que non non plus. Moi, tout ce que je peux témoigner de certains, c'est que nous, les 6-7 personnes qui avons conduit cette opération-là, n'étions en lien avec aucun groupe organisé. Aucun groupe organisé. C'est une histoire d'amitié qui a entraîné par l'exposition de Laszlo Tőkés à la médiatisation internationale, qui a emmené un mouvement de solidarité jamais vu à Timișoara par des personnes de toute confessionnalité et de différentes origines ethniques. Et ça a été comment je dirais, donc, ça a été une explosion de révolte qui a débordé puis qui a fini par emporter toute la Roumanie. Et la période où le Comité du salut national a plus ou moins existé, ça a été très bref. Hein? Et au fond, c'est presque toujours comme ça parce que la foule, elle, n'est pas structurée pour prendre le pouvoir. Alors, c'était inévitable que ce soit des cadres Du parti, finalement, les anciens communistes. des anciens Oui. communistes qui reprennent le pouvoir. Avec quelle intention? En ça, seuls eux le savent. Mais là, malheureusement, 30 ans après, on a beaucoup de questions. En Roumanie, on n'a pas toute la vérité du tout. Et puis, on voit que les anciens cadres aussi sont toujours là, ou bien leurs enfants. Et puis, finalement, ils contrôlent le pays, que ce soit dans plusieurs partis politiques.
Bon, C'est ce qu'on me dit, mais ce que vous dites, c'est hmm. des choses qu'on m'a dit là-bas, mais je ne peux pas en témoigner Oui, oui, parce que je ne suis évidemment, pas vous ne là-bas. connaissez pas. Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un message pour les Roumains qui vont vous regarder certainement? Les Roumains d'ici, du Québec, du Canada, mais aussi les Roumains d'ailleurs. Ben, le message, c'est un message d'espoir. Moi, quand je suis allé en décembre dernier, bien sûr que j'avais des émotions partagées, euh, mais ce qui me donne le plus espoir, c'était de voir cette liberté de parole, cette liberté de mouvement, de voir les gens sur la rue, sur la place de la Victoire à Timișoara, vaquer à leurs occupations, acheter des cadeaux de Noël, rire, se taquiner. Un magnifique spectacle d'artistes locaux qui se produisaient sur place. Alors, ça m'encourageait. Euh, J'étais très heureux aussi de voir le maire de Timișoara avec le président ou le premier ministre plutôt de la Hongrie présents ensemble à à la cérémonie là, de commémoration, au spectacle de commémoration. Ben, ce qu'on peut souhaiter à la Roumanie, c'est de poursuivre un chemin dans le dialogue, la transparence, la bonne gouvernance et d'être exigeant envers leurs gouvernants pour que les choses continuent de s'améliorer. Alors, Merci beaucoup. c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bye.